Ben, merci beaucoup Anne-Magali. Et donc oui, comme j'ai été présentée comme directrice de l'Observatoire Midi-Pyrénées, je suis aussi et surtout océanographe. Et en fait, au CNRS, et je suis océanographe de terrain. Et donc, pour l'océanographe de terrain, il va en mer. Et j'ai une affection particulière pour les hautes latitudes. Et donc ça, c'est une campagne en mer qu'on a fait dans l'océan dit austral, c'est-à-dire celui que je vais vous présenter bientôt et qui tourne autour de l'Antarctique. Et pendant cette campagne, on a fait beaucoup de prélèvements et tout, parce que c'est notre métier, mais on a eu des creux de 18 mètres, et le bateau, une fois, il a fait 25 mètres du haut en bas, puisqu'on mesure aussi ça. Et c'était quand même très étonnant. Voilà, donc ça c'est... j'ai d'autres images de l'océanographie, je vous les ferai au cas où, si on a le temps. De quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de notre planète, elle est bleue, je vais vous parler d'océan et de climat, et je vais vous parler avec l'illustration de la Méditerranée, entre autres, de l'impact de l'humanité sur notre mer, la mer. Et comme c'est... Franchement, j'ai un métier qui fait rêver, mais en fait, quand je vous raconte l'état de la mer, on rêve beaucoup moins. On parlera quand même après des solutions à la question du stress climatique et du stress anthropique, du stress de l'humanité sur les océans. Alors, quand on travaille sur la planète et qu'on veut la décrire et qu'on veut faire derrière cette description un modèle qui décrit le fonctionnement de la planète, c'est-à-dire un modèle de climat, entre autres, on va faire des réservoirs. Alors, ce qu'on appelle des réservoirs ou des compartiments. En gros, les trois principaux qui sont très importants pour le climat, c'est le système Terre, océan, qui couvre les 3/4 de la surface de la planète, d'où son surnom de planète bleue, 1,4 milliard de mètres cubes d'eau, qui échange avec l'atmosphère des gaz, évidemment, de la chaleur et de l'eau. On va beaucoup en parler dans le cadre de ce séminaire, mais aussi avec les continents, des éléments chimiques. En gros, tout ce que vous faites sur Terre, et tout ce qui s'érode sur Terre arrive un jour à la mer. Le mégot de cigarette que l'on ne met pas dans un cendrier, les médicaments qu'on contient dans nos urines, tout ce qu'à un moment donné on a sur Terre, ça finit à la mer par le biais des fleuves et des vents. On en reparlera. Comprendre... en fait, la première chose que j'essaye de faire passer, c'est l'importance du rôle de l'océan et de l'atmosphère et du couple océan-atmosphère dans le contrôle de notre climat. Et pour comprendre ça, il faut déjà, vous avez la représentation de la Terre, un Earth. Excusez-moi, tout n'est pas traduit. Et on sait qu'à l'équateur, la chaleur du soleil arrive de façon perpendiculaire et du coup, il y a une très grosse énergie qui arrive à la surface de la planète. Alors qu'au pôle, il arrive de façon tangentielle. 6 mois de l'année, c'est noir. Il y a beaucoup moins d'énergie. Et en fait, les courants marins, comme par exemple le Gulf Stream, qui est représenté ici par cette couleur rouge, parce qu'il est plus chaud que le courant qui redescend du nord et qui est froid. On n'a rien inventé. Les couleurs rouges, c'est comme au robinet, hein, c'est chaud. C'est de la fausse couleur, évidemment, mais c'est la mesure de la température de la mer, ça. Et vous voyez que ce courant, en fait, il se forme dans le golfe du Mexique, d'où son nom, de courant du Golfe, et il va sortir ici entre Cuba et la Floride, et il monte un peu le long des côtes des États-Unis, mais il va traverser en diagonale en faisant des tourbillons, et remonter en diagonale vers les côtes de l'Europe. Ça, c'est à cause de la rotation de la Terre et de la force de Coriolis. Et notre courant, il va transporter... Alors on va le retrouver là, vous allez le retrouver, c'est la flèche rouge ici. Il va aller vers les îles britanniques, etc. Nous, on l'appelle la dérive nord-atlantique quand il arrive là, mais ça n'a pas beaucoup d'importance pour mon propos. Et évidemment, ces eaux qui sont chaudes ici et salées, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se refroidir. Vous avez ici en coupe ce qui se passe. Elles vont restituer cette chaleur qu'elles ont pris à l'atmosphère ici. Ici, l'atmosphère chauffe l'océan. Et là, l'océan rend cette énergie à l'atmosphère et se refroidit. Et en se refroidissant, les eaux deviennent denses, exactement comme dans une pièce quand vous mettez un radiateur,
électriques, ces machins-là, les grippins, qui vont vous envoyer de l'air chaud en haut, vous aurez la tête qui aura trop chaud et vous continuerez à avoir les pieds gelés. C'est parce que l'eau froide et l'air froid, c'est dense, et l'eau chaude et l'air chaud, c'est pas dense. Et donc en fait, on a le même mécanisme en mer, c'est des fluides, hein, l'air et l'eau. Et donc les eaux, quand elles deviennent denses et froides, elles vont plonger en profondeur. Et alors que le Gulf Stream est un courant de surface, alors surface chez nous c'est 1,5 km, il va courir sur 1,5 km, il représente à lui tout seul 20 fois la somme de toutes les rivières du monde. Et il va transporter cette énergie équivalente à ce que l'humanité produit en une année, depuis les basses latitudes jusqu'aux hautes latitudes. Et ensuite, ça repart, parce que cette plongée d'eau, on voit que ça relonge les côtes du Groenland, du Labrador, de Terre-Neuve, etc. Et en fait, c'est la flèche violette ici. Et on voit que ce courant va circuler tout autour du monde en prenant la trajectoire que prennent les bateaux du Vendée Globe. En fait, si vous suivez un peu les courses à la voile, et en irriguant au passage l'Indien, le Pacifique. Et ce courant, lui, par exemple, qui tourne autour de l'Antarctique, il représente à lui tout seul, en flux qui 140 fois la somme de toutes les rivières du monde. 140 fois. On rentre, quand on fait de l'océanographie, on rentre dans une dimension absolument incroyable. Il faut additionner le Gange, le Brahmaputra, le Rhône, évidemment, tous les fleuves français, mais l'Amazone, etc. N'oubliez pas les grands, les petits. Vous multipliez par 140 et ça donne un courant marin qui tourne autour de l'Antarctique. Alors, c'est évidemment des masses d'eau monstrueuses. Alors, ce qui se passe en océanographie, c'est que ça ne s'échappe pas vers l'univers. Donc, du coup, l'eau, elle revient à un moment donné par des eaux roses qui sont en surface, comme par exemple ici par les détroits indonésiens, puis par le sud de l'Afrique du Sud ou par le Cap Horn, et hop, on reboucle, on retourne dans le Gulf Stream et on recommence. Et première question, mais je suis sous les feux du projecteur, je ne vous vois pas trop. À votre avis, combien de temps ça met à faire le tour du monde? Qui se lance? Ah, mais vous n'avez pas besoin de lever le doigt, vous pouvez jouer au juste prix. Ah. Ben, on m'a retiré le projecteur. 4 mois. Plus. Oui, c'est plus. C'est plus. Oui. Ça n'est pas 2000 ans, un truc comme ça? Ah, on n'en est pas loin, c'est 1000 ans. Donc ça fait, effectivement, parce que comme j'ai plusieurs quiz comme ça, je ne traîne pas trop sur mes quiz, mais c'est quelque chose, une échelle, c'est toujours ce que je dis, les courants sont gros, les vitesses sont lentes, etc., etc. Là, vous avez une petite simulation, elle va tourner sur... alors, c'est un temps statistique, hein, celle-ci, elle tourne sur 450 ans à peu près. Le rose, c'est des eaux de surface, donc c'est ce que je disais, des détroits indonésiens, ça part du large de l'Australie, ça tourne dans l'océan Indien, ça va passer ici, et puis ça va venir faire un petit tour, parce qu'évidemment, c'est pas un flux qui va tout droit, hein, il y a plein de tourbillons. Et on voit qu'arrivé ici, on va tomber sur des couleurs de 3 km de profondeur à 4 km de profondeur. On passe dans le jaune, on passe dans le vert, on passe dans le bleu. Et ça, c'est ce qu'on appelle le courant de bord-ouest. Et puis, hop, ça fait le tour de l'océan Antarctique. Ça retourne dans le Pacifique, etc. Je pourrais vous la passer 5 fois, vous ne seriez pas lassés. Mais il faut qu'on avance. Donc, dans l'océan, il n'y a pas que, évidemment, les courants. Alors, il faut bien s'imaginer, parce que quand on vit sa météo quotidienne, vous savez, quand des fois il fait froid alors qu'il y a du soleil, c'est parce qu'on est dans une masse d'air froid. Et le vent fait bouger les masses d'air. Il y a des masses d'air chaudes, des fois il pleut et on a chaud, où il fait froid, il y a du soleil. C'est les masses d'air qui conditionnent la température dans laquelle on vit. Dans l'océan, on a des masses d'eau, c'est pareil. Alors vous avez le courant, il transporte les masses d'eau, et donc, c'est important parce que c'est aussi ça qui transporte la chaleur, l'énergie, le sel d'un bout à l'autre de la planète. Mais il n'y a pas que la circulation océanique, dont on reparlera, mais il y a aussi la vie à l'intérieur de l'océan. Et cette vie, elle dépend de quoi? La vie sur Terre, dans les sols, vous avez des sels nutritifs qui vont donner la possibilité aux arbres, à la salade et au gazon de pousser. Et les arbres, la salade et le gazon, ils poussent avec la photosynthèse. Qu'est-ce que c'est que la photosynthèse? C'est la capacité que les plantes ont de piquer de l'énergie solaire, donc de prendre de l'énergie au soleil, de prendre les nitrates, les phosphates, les carbones, tout ce qu'il y a dans la terre pour se nourrir, dans les sols, et avec les racines, etc., faire remonter ça et fabriquer une plante.
C'est très important parce que c'est le début de la chaîne trophique et c'est ça qui supporte la vie. Eh bien, en mer, on a la même chose. Ici, vous avez des sels nutritifs. Vous avez du carbone, vous avez de l'azote. Le carbone, on reviendra dessus. Vous avez du phosphate, de l'azote, des trucs qu'on met en fertilisant hein, chez nous, donc on en a besoin aussi. Mais aussi, comme dans le sol, du fer, du zinc, du cuivre, plein d'éléments chimiques qui sont essentiels au développement de la vie. On ne les voit pas, ils sont dissous. Par contre, ils vont passer sous forme solide par quel biais? Le biais de la photosynthèse. On a des algues qui vont prendre l'énergie du soleil et qui vont fabriquer de la matière. Et cette matière, elle va servir de nourriture à l'équivalent de nos lapins et de nos vaches, c'est-à-dire les crevettes et puis les petits organismes qu'on ne voit pas ou qu'on voit difficilement à la surface de la mer et qui vont générer un flux de vie et de matière qui vont nourrir les poissons et qui vont nous nourrir. Et ces organismes ne vivent pas très longtemps. Les algues, celles qui vivent le plus longtemps, c'est de l'ordre de 3 semaines, mais c'est souvent un jour. Et les organismes qui vont vivre, le plancton marin, ne vit pas très longtemps non plus. Donc vous avez ici une boucle qui correspond à la vie qu'il y a en surface, et cette vie en surface, quand il y a la mort, les bactéries attaquent ces éléments-là, et vous avez la flèche qui dit, comme les bactéries ont attaqué, elles ont redissous les éléments, mais c'est pareil dans le mus, hein, c'est pareil dans les sols. Vous redissolvez les éléments et vous redonnez à disposition au phytoplancton, aux petites algues, de la possibilité de se développer et de générer cette chaîne trophique. Mais qu'est-ce que j'ai représenté Là, j'ai représenté les 100 premiers mètres, c'est la couche éclairée où va se passer cette activité biologique importante. Et puis, après, vous avez ce qui échappe à l'attaque bactérienne va partir vers le fond, être exporté dans les profondeurs et aller créer du sédiment marin. Exactement comme nous, on a aussi des sols. On va avoir des sédiments qui vont se fabriquer au cours du temps avec ce phénomène d'humus marin. Et en fait, vous avez à chaque étape, dans la chute de la colonne d'eau, puisque la profondeur moyenne des océans, c'est quand même 4 km, vous allez avoir de l'attaque bactérienne, et il y a quand même une partie de ce qui se fabrique en surface qui va être sauvée au fond. C'est hyper important. Pourquoi? Maintenant, je reviens à mon gaz carbonique. Le carbone dans l'océan, il pénètre par ce biais-là, la dissolution du gaz carbonique dans l'eau. Il est transformé, une partie de ce carbone, pas la totalité, il y en a une partie qui reste dissous dans l'eau sans servir à grand-chose, mais l'autre, il y a une partie importante qui est quand même stockée dans cette vie, transformée par la photosynthèse sous forme de matière, et qui va suivre ce parcours-là, comme ça, hop, et être extrait et sédimenté. Et ça, qu'est-ce que ça a comme mécanisme? Ça prend du carbone à l'atmosphère et ça le séquestre dans les fonds marins pour des millions d'années. On appelle ça la séquestration du carbone. On appelle ça, nous, la pompe biologique de carbone. Et elle a lieu partout sur les 71% de la surface de la planète. Et un des enjeux de mon métier, et de métier d'autres collègues, c'est de quantifier cette capacité qu'a l'océan à prendre du carbone à l'atmosphère. Et on évalue qu'un quart des émissions que l'humanité a de gaz carbonique en excès que l'humanité envoie dans l'atmosphère est piégé par ce processus-là. Mais on doit le perfectionner. Et est piégé par l'océan, d'une manière générale, pas que par ce processus. Et les autres sources de matière à l'océan, c'est les fleuves, évidemment, et c'est les poussières apportées par les vents, et ce sont évidemment les contaminants. Et il y a des flux qui sont rapides, en général les flux biologiques sont rapides, il y a des flux plus lents, et vous avez évidemment, on est toujours dans un système en 3 dimensions, 4 avec le temps, où on a les courants marins qui transportent et qui mélangent tout ça. Donc, pour comprendre tout ça, eh bien, on conjugue nos efforts entre physiciens, chimistes et biologistes, d'une part, et entre tous les pays du monde, d'autre part, parce qu'on ne peut pas aller faire de l'océanographie, chacun dans son coin. Le problème, c'est qu'on a trouvé le bouton du thermostat. Et nous, les humains, en fait, ça se réchauffe. Et pourquoi ça se réchauffe? C'est à cause de l'effet de serre. S'il y a une personne dans la salle qui demande que je redéfinisse l'effet de serre, je le fais. Vous n'avez pas à avoir honte. Je vous assure que... Il n'y en a pas? Tout le monde sait ce que c'est? Vous êtes super fort, hein? Voilà. Bon, alors tant pis. Je zappe sur l'effet de serre. Vous êtes vraiment sûr? C'est votre dernier mot? Ok. Pas de problème. Hop, hop, hop. C'est quoi le premier gaz à effet de serre, alors? L'ozone. Et ben voilà. Et ben ça valait le coup que je le fasse, quand même.
Il y a quelqu'un qui a dit l'eau. C'est très bien. Alors, c'est la vapeur d'eau. Alors, l'effet de serre. Les rayons solaires vont traverser, vous avez ici, donc c'est nous, ça c'est l'atmosphère qui nous entoure, elle est volontairement représentée comme une espèce de paroi de verre, mais ce n'est pas le cas, vous en êtes aperçu, c'est l'air qu'on respire. Les rayons solaires la transpercent, mais seulement la moitié, le reste repart ou est absorbé. La moitié, ça arrive au sol, ça chauffe le sol, et la radiation qui est réémise, les rayons infrarouges qui sont réémis, c'est eux qui sont piégés par les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et 5% seulement repart, et c'est ça qui fait que la Terre est un cocon. Et l'effet de serre est naturel au départ, à cause ou grâce à la vapeur d'eau. Donc en fait, s'il n'y avait pas de vapeur d'eau, si l'eau n'existait pas sous forme de vapeur sur Terre, s'il n'y avait pas d'effet de serre, la température moyenne de la Terre serait de moins 18, et elle est de plus 15. À moins 18 en moyenne, ce ne serait pas vivable. Hein, parce que là déjà, avec plus 15, il y a des endroits où il fait moins 80, alors vous imaginez, à moins 18. Donc, sans vapeur d'eau, la vie serait impossible. Le problème, c'est que parmi les gaz à effet de serre, il y a le gaz carbonique, vous m'en citez d'autres? Le méthane, l'ozone de la troposphère. Alors l'ozone, c'est compliqué, hein. Il y a l'ozone de la partie basse de l'atmosphère, c'est un gaz à effet de serre, et il y a l'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets dans la stratosphère. Tous les deux, c'est de l'ozone, sauf qu'il est vachement important de le préserver quand il est dans la stratosphère, et c'est un gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc l'ozone, c'est ambigu. Mais c'est quand même un gaz à effet de serre. Il y en a d'autres? L'oxyde de carbone. Ah bien sûr, le CO2. Ouais, heureusement qu'on le cite, parce qu'on va en reparler. Oui, d'autres encore? Non? Vous avez tous les produits fluorés, les dérivés des engrais aussi, les oxydes d'azote, etc. Donc il y a quand même pas mal de gaz à effet de serre émis par l'humanité, mais le champion reste le gaz carbonique. Alors justement, on va parler de lui. Là, vous avez un enregistrement. Alors, cette courbe est un petit peu compliquée à regarder, mais je vais vous l'expliquer. On est il y a 800 000 ans, là, et là, on est aujourd'hui, hein, dans mon axe horizontal. Et ce sont les concentrations de gaz carbonique dans l'atmosphère. Et ces concentrations, elles sont mesurées. Donc, on a mesuré les concentrations de gaz carbonique il y a 800 000 ans. Ça vous interroge pas, ça? Un petit peu quand même. Hein. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé forer de la glace dans l'Antarctique. La glace, quand elle se forme dans l'Antarctique, elle piège dans les petites bulles d'air qui sont piégées dans cette glace, c'est la neige qui tombe, etc. Elle piège l'air du moment où elle se forme. Donc, il y a 10 000 ans, c'est à peu près par là. Il y a 100 000 ans, etc. Et donc, on a reconstitué en mesurant le contenu en gaz carbonique, en méthane, et on a même recalculé la médaille d'or du CNRS de Claude Lorius et de Jean Jouzel. C'est la mesure de la température dans ces carottes de glace, etc. Donc on a réussi à reconstituer les températures et les concentrations et la composition de l'atmosphère il y a 800 000 ans, il y a 400 000 ans, etc. Qu'est-ce que vous observez? C'est qu'il y a des périodes plus chaudes où il y a plus de gaz carbonique, plus froides où il y en a moins, etc. Ça oscille. Il y a même des périodes où il y a vraiment beaucoup de gaz carbonique, sauf que ça ne dépasse jamais la valeur de 280 parties par million, qui était la concentration de gaz carbonique qu'on avait en 1850. Et entre 1850 et aujourd'hui, on est passé à 420. C'est la valeur de 2021. À chaque fois que je fais un séminaire, il faut que j'actualise ma valeur. C'est parce qu'on augmente la concentration de CO2. Donc on augmente quoi? La concentration de gaz à effet de serre. Et donc on augmente l'effet de serre, température. Question. Oui. Avec le froid de la carotte, il n'y a pas de migration de CO2 avec le temps? Ça reste quand même un gaz. Donc... C'est une bonne question. Et d'ailleurs, nos collègues glaciologues, ils font extrêmement attention à bien caler avec d'autres traceurs l'âge à laquelle ils font la mesure. Par exemple, les éruptions volcaniques, ça leur permet d'avoir niveau. La mesure, alors pas sur 800 000 ans, hein, mais la mesure du carbone 14, etc. On a plein d'autres outils pour caler la composition de l'atmosphère. Et en fait, ils font des expériences aussi, ça ne migre pas. Donc, parce qu'en fait, dans le froid... Alors, ce qui est important à retenir, c'est ça. La conclusion du 6e rapport, c'est qu'il n'y a pas photo, c'est bien l'humanité qui est responsable. Les concentrations actuelles de gaz à effet de serre sont sans précédent depuis plus de 800 000 ans.
en termes de valeur, mais aussi en termes de tendance. C'est ce que l'on appelle, dans notre jargon, de détecter. Et la deuxième chose, on atteste l'origine anthropique de l'augmentation des gaz à effet de serre, c'est l'attribution. Et une des choses qu'on fait pour faire ça, alors cette courbe, elle est toujours, c'est les courbes du GIEC, dernière version, et je les trouve toutes très compliquées, pour faire des exposés grand public. Mais en fait, ce que l'on fait pour simuler si c'est l'humanité, les modèles vont simuler les facteurs naturels, soleil, volcan, etc., pour reconstituer cette variation mesurée de température qui est une réelle augmentation de la température récente. Et en fait, on n'arrive pas à la reconstituer si on ne prend pas le rôle de l'humanité. C'est 100% d'origine humaine, cette augmentation. Maintenant, on veut savoir ce qui va nous attendre demain. Et demain, évidemment, on n'y est pas pour faire la mesure de température. Par contre, on a établi, avec les travaux que je viens de vous montrer, la relation entre les gaz à effet de serre, donc l'activité humaine, s'il y a des émissions de gaz à effet de serre d'activité humaine, et la température. Et donc, si on veut savoir quelle température il fera à la fin du siècle, on part cette fois-ci de 1980, on va en 2100. Et ce que l'on fait, c'est pas de mesurer, puisqu'on n'a pas la possibilité de mesurer ce qui se passe en 2080 aujourd'hui. On fait une projection. Pour faire une projection, on a des modèles, parce que on a quantifié la flèche entre l'océan, l'atmosphère, la végétation, la glace, etc. Plein de flèches qui permettent de mettre un système Terre en route. Et on cale ces modèles sur la période où on a des mesures, ça c'est la courbe noire. Et qu'est-ce que l'on fait après? On a des scénarios qui nous permettent de définir des émissions de gaz carbonique en fonction de quoi? De l'agriculture qu'on choisit, de l'économie que l'on choisit, du nombre de voitures qu'on va produire, du nombre... En fait, on met autour de la table les géographes, les démographes, les économistes, etc. Et le modèle de société qu'on va voter, qu'on va choisir, on ne va pas le voter, mais qu'on va choisir, si on le choisit, ça va nous permettre d'aboutir à quelle température on risque d'avoir en 2100. Et donc, pour ça, on fait donc ce qu'on appelle une projection en étant à peu près sûr de nos modèles. Et on voit que vous avez, si ce fameux scénario dit du laisser-faire ou du business as usual, comme on dit en anglais, pourrait amener à une température de 5 degrés à la fin du siècle. Alors ça, c'est plus vrai. Je vais vous dire pourquoi. Et la fameuse 2 degrés ou 1,5 degré des accords de Paris, en fait c'est 2 degrés au moment des accords de Paris, révisé à 1,5 degré l'année suivante, c'est le scénario sobre et c'est celui qui suit la courbe bleue. Là, vous voyez très peu d'émissions, moins qu'aujourd'hui, hein, moins qu'en ce moment, puisque là on est à peu près là, en émissions de gaz à effet de serre, voire des émissions négatives, on y reviendra. Et en fait, depuis les accords de Paris, on sait qu'on va vers 3 degrés, pardon, je l'ai là un petit peu plus loin, on ne va plus vers les 5 degrés. Donc les conférences du climat, certes, elles font beaucoup de bruit, on a l'impression que ça ne sert à rien, et certes, on est encore loin de l'objectif des accords de Paris, mais on va plus vers 3 degrés, 3 degrés et demi aujourd'hui à l'échelle mondiale parce qu'il y a eu des réductions d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à ce que l'on pouvait envisager en 2015 au moment des accords de Paris. Maintenant, ce n'est pas gagné, et surtout, ce que l'on observe, et malheureusement, on a déjà un monde en rupture, c'est-à-dire, on est déjà, nous, l'espèce humaine, dans un système qui n'est pas du tout celui dans lequel étaient les gens il y a 100 ans. Donc, la surface de la banquise arctique est la plus réduite depuis au moins 1000 ans, le recul des glaciers est sans précédent depuis 2000 ans, la montée du niveau des mers est la plus rapide depuis 3000 ans et la concentration de gaz carbonique est la plus élevée depuis au moins 2 millions d'années. Ça, ce sont des mesures, ce sont des faits. Et si on ne fait rien, les effets à attendre, vous allez voir que les effets à attendre, on les a déjà. Des chaleurs extrêmes plus fréquentes et plus intenses, des précipitations fortes, des crues violentes plus fréquentes, plus intenses. Tout ça, c'est ce qu'il faut... C'est écrit dans les rapports du GIEC depuis des années, hein, qu'on peut s'attendre à ça. Des sécheresses à augmentation dans certaines régions, avec des inondations dans d'autres régions, des conditions météorologiques propices aux feux de forêt, plus fréquentes, et l'océan, on en parlera plus, perte d'oxygène, acidification, etc. C'est mon objet aujourd'hui, c'est de vous parler de l'océan, mais vous voyez très bien que l'actualité se nourrit, l'été dernier, l'été d'il y a 1 an, l'été d'il y a 2 ans,
d'incendies, de sécheresses, d'inondations violentes et de cyclones comme les gens n'en ont jamais vu, etc., etc. Donc les extrêmes climatiques sont plus intenses. Ça, c'est depuis 1940 à 2020, c'est la représentation sur des mesures de la météo des vagues de chaleur terrestres. Elles se sont multipliées par 4 en 50 ans. Ça sort du rapport du GIEC, hein, c'est une compilation d'informations de mesures. Entre 1947 et 2022, il y a 46 épisodes identifiés. Alors, comment il faut lire ces gros ballons? Plus ils sont gros et ronds, plus la vague de chaleur est élevée. Là, en 2003, on était entre 29 et 30 degrés pendant très longtemps, voire plus que ça, en moyenne sur la France. Et vous avez une grosse vague de chaleur en 1947. Moi, je n'étais pas là pour m'en rappeler, et beaucoup d'entre vous, j'imagine. Et ensuite, vous vous retrouvez 2006 et vous trouvez toute l'année 2022 avec ces 3 vagues de chaleur en juin, juillet et août. Et on voit que 23 épisodes ont eu lieu entre 2000 et 2021 contre seulement 17 entre 47 en 53 ans. Donc, en fait, là, sur les 53 ans, vous voyez bien que les ballons, ça s'intensifie. Donc, c'est de la mesure. Donc, l'observation va dans le sens des modèles. Une des conséquences, c'est la remontée de la limite pluie-neige qui est représentée ici. Alors, c'est pour ça que les couleurs ne représentent que les montagnes, y compris les massifs centrales, où on a évalué avec des modèles que la limite entre la neige et la pluie allait remonter de façon extrême si c'est violet, très forte, alors plus de 75% si c'est violet, et faible, c'est 25% quand même si c'est vert. Et entre les deux, vous avez toute la gamme. Alors vous voyez qu'en gros, à terme, il n'y aura plus de neige dans les Pyrénées ni dans le Massif central. C'est déjà en forte diminution et qu'il n'y en aura plus que dans très très peu de petites niches dans les Alpes. Et ça a une conséquence directe sur le débit des fleuves. Alors c'est la représentation de la diminution du débit des fleuves en été, à l'étiage, au moment où il est le plus faible, qui sera extrême dans toute la région d'où je viens, la région toulousaine, le bassin occitan-ouest, comme on dit, parce que vous savez, on n'a fait qu'une seule région, on a Occitanie-Ouest et Occitanie-Est maintenant. Donc, comme ça, il y a tout qui est à l'Est ou à l'Ouest, etc. Voilà. Et puis, quand même, je vous alerte sur une chose, c'est que le débit du Rhône ici, enfin à Lyon, il est à 40% expliqué par la fonte des glaciers des Alpes. Quand il n'y aura plus de glaciers dans les Alpes, il y aura 40% de Rhône en moins. Une autre conséquence de ce réchauffement, puisque c'est de ça dont on parle, je n'aime pas du tout cette courbe, mais elle représente des mesures. Et donc, quand on représente des mesures, il faut les montrer. En fait, c'est le stockage d'énergie en excès émis par l'humanité, par les continents. Par les continents, c'est le truc en marron ici. Et puis par la mer de surface et puis par la mer profonde. En fait, l'océan, l'eau se chauffe et puis elle se mélange beaucoup plus que le continent. Et elle a la capacité à encaisser 93% de l'énergie émise par l'humanité, plus de 90%. Sur les 40 dernières années, d'abord, ça c'est les 40 dernières années, on voit que ce stock d'énergie en rab, en trop, il est dans la mer. Or, tout au début, je vous ai dit, attention, les courants marins, ça se forme parce qu'il y a température, salinité. Quand la température refroidit, le courant marin devient, il plonge en profondeur, etc., que ce soit en Méditerranée, que ce soit dans l'Atlantique. La température est un déterminant extrêmement important de la circulation océanique. Et là, on est en train de faire stocker de l'énergie, ça veut dire. On stocke aussi de la température. Alors cet été, ça a défrayé la chronique parce que la surface de l'Atlantique était chaude. Normalement, on en a parlé à la radio, on en a parlé partout. C'est parce qu'en fait, il y avait très très peu de vent. Donc la couche de surface, elle chauffait fort. Mais bon, c'est des phénomènes auxquels il faut s'attendre. Et cette énergie stockée, elle se stocke aussi en profondeur. Là, on est dans l'océan profond et dans l'océan de surface. Et on a vraiment beaucoup d'énergie. Et une des premières conséquences, c'est la montée du niveau de la mer que je vous montre ici. Vous avez ici 1890 et 2010, donc c'est le siècle dernier, jusqu'au lancement des satellites. On a lancé un satellite altimétrique de haute qualité en 92 et on a pu comparer les mesures faites par des marégraphes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un marégraphe? C'est un espèce d'appareil que vous mettez au fond de la mer et qui va mesurer la hauteur d'eau au-dessus de sa tête. C'est comme un baromètre dans l'atmosphère, mais ça mesure la pression de l'eau et on convertit ça en hauteur. Donc vous avez les mesures de marégraphe au cours du siècle dernier qui montrent que
le niveau de la mer a monté de 17 cm au cours du siècle dernier. Et en fait, depuis maintenant le début de ce siècle, on a une accélération terrible, mesurée par les marégraphes et par le satellite. C'était 1,7 mm par an en moyenne au XXe siècle, et on est à, aujourd'hui, c'est à 3,6 mm par an. C'est pas 3,4, c'est 3,6. C'est mesuré dans mon laboratoire, avec satellite et marégraphe. Parce que, bon, je vous expliquerai si vous voulez comment marchent les satellites, mais sinon on va passer beaucoup de temps à mesurer la hauteur de la mer. On la mesure au centimètre près, hein, donc on arrive à avoir un suivi très précis de ce qui se passe. Et les causes, eh bien, c'est à la fois on chauffe la mer, donc il y a une dilatation, et à la fois les glaciers alpins, andins, himalayens fondent, et puis les calottes. Qu'est-ce que c'est que les calottes? C'est l'Antarctique et le Groenland, essentiellement, se réchauffent et fondent aussi. Disons qu'en Antarctique, il y a une accélération de la descente des icebergs parce que la mer est un petit peu plus chaude. Alors, par en dessous, elle fait fondre un peu les glaciers, ça accélère la descente. Et le Groenland, ça se réchauffe quand même sérieusement. Alors, comme pour qu'est-ce qui va se passer dans le futur, ici vous avez on est 1900, 1950, 2000, donc ça c'est les mesures du niveau de la mer. Et qu'est-ce qui va se passer si on reste très sobre? Eh bien, à la fin de ce siècle, on calcule que ça sera 40 cm de plus de niveau marin. Et ça peut aller, l'incertitude, elle est due à l'Antarctique. On ne sait pas exactement comment il va se comporter. Donc 1,60 m, 2 m, ça dépend des simulations. Mais disons que le niveau marin va continuer à monter. Et on va passer maintenant dans la dernière partie de mon exposé. Pour comprendre, on a un excellent modèle. Je suis désolée de dire que c'est un excellent modèle parce que c'est un modèle catastrophique. Mais la Méditerranée est la mer la plus polluée et un des hotspots les plus importants du réchauffement climatique. Il y en a deux. Alors dire que c'est un hotspot, point chaud, c'est un peu bizarre. Il y en a deux, c'est l'Arctique et la Méditerranée. L'Arctique change à une vitesse considérable, mais la Méditerranée aussi. Et comme ici, on connaît mieux la Méditerranée que l'Arctique, parlons de la Méditerranée. Qu'est-ce qui va se passer si on ne fait rien? La température moyenne entre... Alors ça c'est un peu compliqué à regarder, mais en gros, la variation de température dans le scénario sobre entre les 30 dernières années de 61 à 90, c'est-à-dire à la fin du siècle dernier, et ce qu'on projette pour la fin de ce siècle. Vous voyez que la température peut monter dans la Méditerranée orientale, dans le scénario sobre jusqu'à 3 degrés à peu près, et dans le scénario, si on n'est pas sobre, eh bien on va monter à plus de 4 degrés. Je souligne que l'année dernière, devant Marseille, en juin, la température de la Méditerranée était 6 degrés de plus que la moyenne normale saisonnière. Cet été, la température de la Méditerranée était 4 degrés de plus que la normale saisonnière. C'est-à-dire que la Méditerranée, c'est comme le continent, subit des vagues de chaleur, ce qu'on appelle des vagues de chaleur. On vient d'avoir un dôme de chaleur, là, en France. La Méditerranée aussi, elle n'y échappe pas, il n'y a pas de raison, en fait. Et ces vagues de chaleur génèrent, c'est des véritables incendies sous-marins. Et en fait, là, typiquement, la flore et la faune endémiques souffrent énormément de cette chaleur parce qu'elle n'est pas du tout habituée. Les gorgones ont été décimées à 90% par la vague de chaleur marine de l'année dernière. Une autre chose qui caractérise le bassin méditerranéen, c'est les crues cévenoles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une crue cévenole? Là, on va se focaliser sur le golfe du Lion. Vous avez l'eau qui chauffe en été, qui stocke de l'énergie, qui stocke de la chaleur, et puis ça s'évapore. Et puis arrive le mois de septembre-octobre, c'est-à-dire la saison. Là, vous avez eu des fortes pluies sur le Massif central et le Gard récemment, très récemment. Pourquoi? L'eau, elle s'est évaporée, elle va se heurter à la fraîcheur relative, mais fraîcheur quand même des montagnes autour, que ce soit les Pyrénées, il arrive que ce soit des crues violentes ici, ou des crues des Cévennes, ou des crues comme à la Roya, la vallée de la Roya, dans les Alpes. C'est simplement un mécanisme naturel, mais qui est plus intensifié aujourd'hui par le fait que ça chauffe plus, et qu'en plus, on a urbanisé énormément toute cette région, et du coup, on ne retient plus du tout l'eau de ces crues, et donc ça génère des catastrophes.
Et ça coûte très cher, hein. Vous pouvez trouver Cannes en 2015, 650 millions d'euros, 10 épisodes Sevenol, c'est à peu près 500 millions d'euros, etc., etc. Maintenant je vais vous parler du niveau de la mer, avec ce que cela signifie en termes d'attaque du littoral. Alors ça, c'est une représentation qui est importante parce qu'il faut comprendre ce qui se passe quand il y a une tempête d'est en Méditerranée. Vous avez le niveau de la mer avec juste le mouvement de la marée, qui n'est pas fort, mais il y en a quand même une. Et puis, s'il y a une dépression, et ça c'est vraiment important, le terme dépression, vous l'entendez à la météo, oui, oui, il va y avoir de la pluie, il va y avoir du vent, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire dépression? Ça veut dire qu'il y a moins de pression. Il y a moins de pression, vous ne le sentez pas, mais la mer, elle le sent. Et du coup, on fait une surcote, c'est-à-dire que le niveau de la mer, il monte de 15 cm si la dépression est forte, 10 cm si elle est moins forte. Et donc la pression atmosphérique sale les gens, hop, le niveau de la mer, il monte un peu. Et puis comme il y a une tempête, eh ben, il y a des vagues. Et comme il y a des vagues et le niveau de la mer qui a monté, ça arrive à faire ce qu'on appelle une submersion. Et ça attaque des zones de plage qui ne sont pas, ou de côtes qui ne sont pas en équilibre avec les vagues qui déferlent et la pente qui s'est créée à la plage et qui est naturelle. Donc là, on va attaquer, typiquement dans la côte landaise, l'immeuble du Signal, etc. On attaque des choses, mais ça va si le niveau de la mer ne monte pas. Mais si le niveau de la mer il monte, vous allez avoir des choses assez catastrophiques, parce que ça va induire des submersions plus intenses et plus fréquentes, dans un contexte d'exposition au risque, en particulier, on va y venir sur le littoral méditerranéen, en Languedoc-Roussillon, donc Occitanie-Est, on a 140 000 logements et 80 000 personnes qui y habitent tout au long de l'année, parce qu'il y a beaucoup de logements qui sont vides l'hiver, concernés par ce phénomène, 10 000 établissements qui emploient 26 000 salariés qui sont situés dans une zone affectée par un aléa de submersion définitive ou d'érosion pour 2100. Qu'est-ce que cette simulation vous montre? Ici, vous avez l'étang de Thau, vous avez le grand sud de la ville de Montpellier, et c'est la superposition des effets d'une tempête qui a eu lieu en novembre 82 et d'une élévation du niveau marin de 35 cm. Et vous voyez, elle passe deux fois, la vague, la simulation, la mer est en marron, et vous voyez que là, c'est des habitations, et vous voyez bien que la plage disparaît, qu'il y a une pénétration de la mer dans les jardins. La mer, quand elle se retire des jardins, elle laisse du sel. Et le sel, c'est pas propre, au-delà du fait que vous n'avez pas très envie de vous y baigner. Voilà. Ça, c'est une simulation de la NASA avec un niveau de la mer de plus d'1 mètre. Et en fait, c'est la Camargue. En fait, la Camargue n'existe plus. Voilà. Et en fait, j'ai mis ici un objet qui est le site du BRGM vous propose. Vous tapez niveau de la mer sur le site du BRGM et vous aurez une petite, avec votre souris, vous pouvez simuler une augmentation du niveau de la mer de 1 mètre, de 1 mètre 50, de 2 mètres ou de 50 cm au choix. Ça, c'est pour 1 mètre. Donc, vous voyez que tous les étangs du littoral méditerranéen, la ligne de train qui va de Montpellier à Perpignan et à Barcelone, etc. Tout ça, c'est évidemment avec un niveau de la mer même de 40 cm, c'est sérieusement agressé, parce que là, s'il y a la marée seule, c'est sans tenir compte des effets de vagues. Et vous pouvez jouer à ça pour votre petit coin de plage préféré partout en France, parce que, alors on trouve évidemment que toutes les zones sableuses sont beaucoup plus fragiles à cette montée du niveau de la mer que les côtes rocheuses, comme par exemple ici dans cette zone de la Bretagne. Voilà. L'autre point que je veux souligner, toujours sur la côte méditerranéenne, c'est que lorsque le niveau de la mer monte, ça met une pression sur les nappes phréatiques qui, elles, sortent du continent, et à un moment donné, ce front salin va progresser vers l'intérieur des terres. En plus, les paysans, les agriculteurs, vont pomper pour irriguer. Donc ils pompent dans la nappe phréatique, et puis vous avez la mer qui pousse. Du coup, ça génère une salinisation des aquifères côtiers qui deviennent impropres à l'irrigation. Et ici, c'est la zone extrêmement sensible à cette salinisation, et évidemment, la côte des Calanques est beaucoup moins sensible à la salinisation, mais quand même. Donc, vous parlez aux paysans de Camargue, ils vous disent oui, on a déjà des eaux saumâtres qui nous gênent pour l'irrigation, bien sûr, ils ne peuvent plus irriguer si c'est trop salé. Les plantes n'aiment pas. Maintenant, je vais parler d'une dernière chose qui est vraiment importante, c'est l'acidification. Alors, l'acidification,
c'est un mécanisme qui est lié à la pénétration du gaz carbonique dans la mer. Le gaz carbonique, c'est un gaz à effet de serre qui réchauffe l'atmosphère. Mais le gaz carbonique, vous prenez ce verre, là, vous mettez de l'eau plate, et vous balancez du gaz carbonique dedans, vous la rendez pétillante, vous l'acidifiez. Ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Mais par contre, comme on a du gaz carbonique en excès dans l'atmosphère, ça fait comme un piston à la surface de l'eau et ça fait pénétrer, le gaz carbonique en excès pénètre dans l'océan. En pénétrant dans l'océan, il acidifie légèrement l'eau de mer. Alors légèrement encore. Alors qu'est-ce que ça veut dire acidifier? Déjà, vous pratiquez au quotidien du vinaigre. Le vinaigre est acide. Hein. Vous buvez du coca. Le coca est acide. Vous ne le savez pas parce qu'il y a du sucre. Le vin est légèrement acide. Et le sang, par contre, il est neutre. La vie se développe plutôt, préférentiellement dans des milieux neutres. Et au contraire, la soude, pour déboucher les éviers, c'est très très basique. L'eau de mer, elle est légèrement basique. Elle était à 8,2 en 1870. À la fin de ce siècle, si on ne fait rien, si on continue d'envoyer du gaz à effet de serre, mais surtout, il n'y a que le gaz carbonique dans les gaz à effet de serre qui fait cet effet d'acidification, parce que, je vais vous le montrer, c'est une réaction chimique. C'est la réaction de dissolution du gaz dans l'eau qui acidifie l'eau de mer. Et donc, on calcule que l'acidité de l'eau de mer va pas encore passer dans le... 7, c'est la valeur neutre, ça ne va pas passer dans l'acide, mais quand même, on va avoir une légère acidification. Et c'est un problème pour les espèces vivantes à la surface de la mer, et en particulier pour les espèces calcaires. Alors ça, c'est horrible, c'est une équation chimique. En fait, c'est mon CO2, le gaz carbonique, qui se dissout dans l'eau. Hop, quand il se dissout, il ne reste pas sous forme de gaz carbonique, 1% seulement reste sous forme de CO2, et tout le reste se transforme en lui, et surtout, et à chaque fois, ça libère ça. Et ça, c'est ça qui acidifie. Plus il y a d'H+ dans l'eau, plus c'est acide. D'accord? Bon, peu importe, je ne fais pas un cours de chimie, mais c'est lui-là qui va rendre l'eau plus acide. Et c'est une réaction chimique absolument inévitable. Vous mettez du gaz carbonique dans l'eau, c'est ça qui se passe. Vous pouvez y jouer à ça si vous trouvez dans les jardineries, il y a des petites bandelettes de papier pH qui vont vous permettre de mesurer le pH de l'eau. Vous mettez plein de gaz carbonique dans l'eau, vous verrez. Les petits débrouillards, ils font ça dans leurs animations, et ça marche très bien. Et qu'est-ce qu'ont fait mes collègues qui sont des grands débrouillards? Ils ont planté des tentes dans l'océan Arctique. Vous voyez, on est en Norvège, là, dans des baies, parce que les gaz se dissolvent très bien dans les eaux froides. Et ils ont simulé, donc là, vous êtes dans l'air, là, sous la tente, vous êtes aussi... c'est des espèces vivantes, ils les ont laissées se développer. Mais par contre, ce qu'ils ont fait, c'est que sous la tente, ils ont multiplié par 2, par 4 la concentration de gaz carbonique pour regarder ce que ça faisait aux espèces calcaires. Alors pourquoi? Parce que ça n'a pas l'air, mais c'est une algue. C'est une algue vit au microscope électronique. C'est-à-dire que l'algue, elle a une cellule à l'intérieur avec laquelle elle fait la photosynthèse et elle se protège avec des petites, très très fines carapaces calcaires que l'on ne voit qu'au microscope électronique. On est incapable de voir. Vous savez, quand vous allez vous baignez dans un litre d'eau, vous avez des millions d'algues, mais vous ne les voyez pas. Hein. Donc ce sont des algues qui vivent à la surface et qui ont ces petites plaques calcaires. Alors on en montre 3 là, 3 espèces différentes. Et quand on double la concentration de gaz carbonique par rapport, ces manips datent de 2004, mais je tiens toujours à les montrer, parce que c'est archivé ce qui se passe. Alors ils avaient à peu près 300 ppm de gaz carbonique à ce moment-là, et ils ont doublé à 580, 700. Aujourd'hui, on est à 420. On n'est plus très loin de leur expérience. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les algues, vous voyez qu'elles n'arrivent plus à faire leurs petites coquilles calcaires. Pourquoi? Parce que vous voulez, vous, détartrer une cafetière, vous voulez nettoyer du blanc sur une fenêtre, vous allez prendre de vinaigre blanc. Le vinaigre, c'est acide. L'acide dissout le calcaire. C'est une expérience qu'on fait dans les classes de 4e en géologie pour déterminer si on a un calcaire ou un granit. C'est la base. Hop, on met de l'acide dessus et puis ça fait pchit. Ah tiens, c'est du calcaire. Voilà. Et en fait, c'est pas du tout bon pour la chaîne trophique parce qu'à la surface de la mer, ça, c'est la base de la chaîne trophique. Ce sont les algues qui font la photosynthèse. Donc si on les perturbe, alors vous en avez des siliceuses. Les siliceuses, elles ont un squelette en silice, ça leur est égal quand on acidifie. Il y aura peut-être d'autres choses qui les gêneront, mais ça leur est égal. Alors que les petites algues calcaires, elles sont très gênées. Et puis il n'y a pas qu'elles.
il y a les organismes, genre les petits escargots, ça, donc l'acidité, elle a pris 30% au cours des 250 dernières années. Si les émissions continuent, on va la multiplier par 3. Ce taux, c'est 100 fois plus rapide que tout ce qui a été expérimenté depuis 300 millions d'années. On a les moyens, nous, d'aller mesurer le pH de l'eau de mer passé par des approches de géochimistes, mon métier. Et en fait, d'autres espèces beaucoup plus familières sont très sensibles à cette acidification. Les huîtres, aujourd'hui, les ostréiculteurs bretons vous disent il faut 5 ans pour amener une huître à être commercialisable. Avant, il fallait 4 ans. Elles ont plus de mal à faire le coquille. Et les Américains, alors je vous ai montré que les eaux les plus vieilles du monde, si vous vous rappelez de ma flèche violette qui va au bout du Pacifique, elles sont plus vieilles, elles sont plus acides aussi que dans nos rivages à nous. Et ce qui s'est passé dans le Pacifique Nord-Ouest en 2007, c'est-à-dire au large de l'Oregon, des millions de bébés huîtres, une fois plongés dans la mer, mouraient les uns après les autres. La perte économique s'est comptée en millions de dollars. Et en fait, ce n'était pas un virus comme ils ont cru au départ. C'est cette calcification qui se fait dans les premières 48 heures qu'elles n'arrivaient pas à faire. Et du coup, ils ont mis du carbonate de calcium, de la craie dans l'eau pour remonter le pH de l'eau de mer. C'est typique de l'humanité. On fait des conneries, on émet des gaz à effet de serre, on acidifie l'eau, et après on prend des camions pour amener, pour réparer. Donc voilà, c'est typique. Voilà. Et ici, notre golfe du Lion, eh bien, c'est des travaux très récents, ça, de 2015, en fait, de collègues qui ont détecté que, évidemment, puisque c'est ici que se forment les eaux profondes en Méditerranée, ici aussi. Alors pourquoi, hein, je refais un petit cours. Qu'est-ce qui se passe en hiver ? En été, les eaux sont chaudes. Les eaux chaudes, elles se mettent en surface et elles font une espèce de bouclier à la surface. Elles stratifient l'eau de mer. C'est comme un gâteau avec des couches. Et vous avez les eaux de chaude en surface. Et puis, à un moment donné, ça se refroidit. Il y a le Mistral, il y a la Tramontane qui débarque. Ça refroidit les couches de surface. Évidemment, elles sont salées aussi parce qu'elles se sont évaporées. Elles sont denses, elles plongent. Et ben, par là aussi rentre le gaz carbonique qui va se répandre dans les fonds d'océan. Ça, c'est les concentrations de gaz carbonique qui descendent, le pourcentage de gaz carbonique qu'on trouve dans le fond de l'océan. Notre gaz carbonique, en d'autres termes, et je suis la meilleure molécule de gaz carbonique, de carbone, enfin le meilleur atome de carbone, c'est celui qu'on laisse dans le sol, c'est définitif. Je suis une fervente ennemie du gaz carbonique, car c'est l'ennemi public numéro 1 de l'océan. C'est notre ennemi pour le réchauffement climatique, mais pour la mer, vous avez le réchauffement donc, qui risque d'affecter, et qui affecte déjà dans certaines régions, la circulation océanique, qui génère l'augmentation du niveau de la mer, et qui attaque la biologie. Les espèces biologiques qui peuvent migrer, tout va bien, mais un truc comme, par exemple, un récif corallien, s'il se prend un coup de chaud, un corail, c'est une algue et un animal qui construit le squelette corallien. Si l'algue, elle a trop chaud, elle part. Le récif corallien, il n'a plus à manger parce que son algue ne lui apporte plus de sels nutritifs et il blanchit. Donc, les espèces qui ne peuvent pas migrer, eh bien, elles subissent en droite ligne, comme les arbres d'ailleurs, le réchauffement climatique. Donc, le réchauffement, c'est pas bon, mais j'insiste, vous avez en plus, vient se superposer à ça, la pénétration du gaz carbonique qui rentre dans la mer et qui acidifie par le système de cette réaction chimique qui se passe entre le gaz carbonique et l'eau et qui génère de l'acidification. Alors, donc menace sur les coraux aussi, ils sont menacés par le réchauffement, par l'acidification et par le niveau de la mer, parce que si vous montez trop au niveau de la mer, la lumière ne pénètre plus, l'algue elle est gênée, et donc le niveau de la mer ne doit pas monter pour eux non plus. Bon, malheureusement, il monte. Ce que je vous ai mis ici, c'est le lien pour aller jouer avec le petit curseur du BRGM. Et je vais parler d'une dernière chose, mais en fait, c'est l'urbanisation et les ports. En fait, pour faire bref, 32% du tourisme mondial est en Méditerranée. En fait, 1/3 du tourisme mondial, c'est la Méditerranée. Il se focalise sur la Méditerranée. La Méditerranée est notre poubelle mondiale. On y va, et en plus, il y a toute la culture des plastiques, avec les déchets plastiques, dont je ne parle pas ici, parce que ça n'a pas vraiment de lien avec le réchauffement climatique. Vous avez tous les navires de croisière, vous avez 16 fois plus de lits touristiques,
Vous avez des constructions de logements incroyables, vous avez une densité de population pas possible, une artificialisation des sols si chère à votre président de région qui est phénoménale, et c'est pas bon du tout pour le pourtour méditerranéen. Donc aujourd'hui, on a des millions de réfugiés climatiques qui sont calculés à 300 millions par l'ONU en 2050. Le Haut Commissariat aux réfugiés dit que tous les ans, en fait très souvent, on a des millions de personnes qui sont réfugiés climatiques, même si c'est transitoire. Vous avez un gros incendie, allez hop, on déménage des villages entiers, etc. Une grosse inondation pareille, etc. Enfin bref. Et évidemment les espèces biologiques qui migrent si elles le peuvent. Hein, au large de la Bretagne, maintenant on a des dorades coryphènes, on a des espèces, et la Méditerranée, il y a 1000 espèces invasives en Méditerranée qui arrivent par le canal de Suez. Elles se trouvent très bien et elles se développent. Et ça pose des problèmes parce qu'elles se tropicalisent, la Méditerranée. Et alors voilà, on peut parler d'action et de solutions, c'est-à-dire on peut décider du futur que l'on va écrire. Alors, ça, vous êtes familier maintenant. C'est les émissions de gaz carbonique en fonction des différents scénarios. Pourquoi je l'ai remise? Parce que c'est celle du dernier rapport du GIEC. Vous notez qu'elle est plus compliquée à lire que la précédente. Peu importe, ça c'est le scénario pour arriver à 1,5 degré, ça c'est le scénario pour arriver à 2 degrés, et ça c'est les décisions publiques, politiques qui ont été prises, les politiques publiques en place, dans tous les pays du monde, qui, au lieu de nous emmener à 5 degrés, nous emmènent à 3 degrés et demi ou 3 degrés. Ça dépend ce que l'on regarde. C'est pas une histoire de pessimisme, mais enfin bon, il y a une barre d'erreur. Mais peu importe, on a quand même, grâce à ces conférences sur le climat, on a quand même gagné une mise en marche de politique de réduction des gaz à effet de serre qu'on ne voit pas forcément quand on est un citoyen moyen. On dit, mais il ne se passe rien, ils ne font rien, les industriels. En fait, si, les industriels, ils ont des pressions, ils ont des normes à respecter, elles sont de plus en plus dures. Et donc, c'est quand même important, parce que c'est pas assez, on est bien d'accord que c'est pas assez, mais on est quand même, on a quitté la tendance la pire. Bon. Mais c'est insuffisant, elle nous amène sur une trajectoire de 3 degrés environ, ce qui fait 4 degrés de plus sur la France. 4 degrés de plus sur la France, vous avez vu, pour l'instant, on est à 1,2 en moyenne sur la France. Hein. Et donc, oui, et ça va faire quand même des canicules beaucoup plus fortes, etc. Donc, il vaudrait mieux l'éviter, parce que c'est la ressource en eau, et c'est l'agriculture, et c'est tout ce qui nous nourrit, etc. Alors, je voudrais essentiellement terminer sur le fait qu'il existe des solutions, et je vais vous montrer qu'il existe des solutions. Ça sort du rapport du GIEC, mais cette fois-ci, on est sur le troisième. Alors, le premier, c'est en gros le constat. Il est sorti. Le premier rapport du GIEC, il est sorti le 9 août 2021. C'est le jour où Messi est arrivé au PSG. Personne n'a parlé du rapport du GIEC à la radio. Voilà. C'est très frustrant. Très, très frustrant. Mais par contre, je me rappelle de la date à laquelle Messi est arrivé au PSG pour ce qu'il a fait. Alors, il a coûté cher. Hein. Alors, énergie, on a des solutions qui existent et des options qui sont disponibles dès maintenant et dans chaque secteur. Elles peuvent permettre de diviser par 2 les émissions d'ici 2030. On le sait, en énergie, en usage des sols, en industrie, sur les villes, les bâtiments, les transports, et la demande et les services, et évidemment, nous, citoyens, l'hiver dernier, parce que notre président de la République a utilisé le mot sobriété, parce qu'il y avait la guerre en Ukraine, parce que sinon c'était un mot réservé aux écologistes, donc on n'allait pas utiliser, quand on n'était pas écologiste, le mot sobriété. En utilisant le mot sobriété, en nous expliquant qu'en diminuant le chauffage, on allait préserver le gaz, et que c'était bien, parce que le gaz, on faisait un embargo, on a diminué quand même de 15% nos émissions de gaz. Hein. Mais c'est quand même génial. Collectivement, on est quand même chacun... C'est là quand on me dit « Mais moi, qu'est-ce que je peux faire ?» En fait, on a tous un petit levier qu'on peut agiter, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a que nous qui devons faire des efforts. Tout ça doit faire des efforts. Mais tout ça est déjà soumis à une certaine pression qu'il faut augmenter. Pression qu'il faut impérativement augmenter. Alors, c'est beaucoup trop compliqué à regarder.
Ce dont je veux parler, c'est qu'on est dans des enjeux de transformation des infrastructures collectives, de nos institutions, de changements socioculturels, pour, à un moment donné, transiter vers des modes de vie bas carbone. Dans nos sociétés, puisqu'on sait que c'est 10% des pays les plus riches qui émettent 50% des gaz à effet de serre, que l'Afrique, elle toute seule, c'est que 4% des émissions de gaz à effet de serre, qu'on est quand même sacrément responsable, et dans le temps, et dans notre vie quotidienne, de toutes ces émissions de gaz à effet de serre. Il n'est pas question de culpabiliser, chacun doit regarder à son échelle, déjà ce qu'il peut faire pour ces émissions, tout ce qu'on fera est bénéfique pour le porte-monnaie. À un moment donné, en consommant moins d'énergie, on dépense moins d'argent et on s'y retrouve quand même sur le porte-monnaie. Et évidemment, il faut accompagner par des politiques d'urbanisme, des politiques d'investissement dans les infrastructures et des politiques fiscales, etc. Et quand on parle de l'investissement dans les infrastructures, vous prenez l'exemple très simple de la ville de Paris. Le précédent mandat et ce mandat ont fait des embouteillages monstrueux, se sont fait insulter par tous les taxis de la Terre, etc. parce qu'ils faisaient des pistes cyclables. Mais maintenant, à Paris et dans les villes qui ont développé les pistes cyclables, il y a des embouteillages de vélos. Les gens qui étaient sur les vélos, alors il y a eu deux trucs qui ont vachement aidé. L'augmentation du prix du carburant à 2 litres, à 2 euros le litre. Je l'ai vu à Toulouse. Hein. Je fais du vélo depuis des années. D'un seul coup, on a eu plein de vélos qui ont fleuri. Il faut dire que c'était très cher, c'était plus de 2 euros le litre, et donc tout le monde a trouvé. Mais aussi, l'infrastructure le permettait, c'est-à-dire que les gens avaient beaucoup moins peur de faire du vélo, du moins sur certains endroits. Maintenant, notre maire, il a reçu de l'argent pour faire des pistes, et du coup, il fait des pistes. Parce que le gouvernement français a imposé aux mairies qui étaient un peu réfractaires et qui faisaient une autre politique, en leur donnant de l'argent, et on dit ça, c'est de l'argent pour faire des pistes cyclables. Alors, mais par exemple, Paris, maintenant, se traverse en vélo de bout en bout, et les gens qui y vivent sont vraiment ravis de ça, même s'ils ont beaucoup râlé. Et ces technologies sont indispensables, mais là je vais parler du techno-optimisme, hein, ça ne suffit pas. Elles ne suffiront pas. Il faut, alors bon après, impérativement, bon, je vous laisse de toute façon ces diapos, il faut éviter, remplacer, améliorer, ralentir, tout en sortant du tunnel d'une vision en tonnes de gaz carbonique. Donc il faut éviter des emballages, du télétravail pour éviter des vols à longue distance. J'habite Toulouse, alors quand je dis ça, on fabrique des avions hein, chez nous. Pas de voiture, marche et vélo remplacés, alimentation plus, beaucoup moins émettrice de gaz à effet de serre. Transport en commun, évidemment qu'il faut pousser, améliorer les pompes à chaleur, la rénovation thermique. Ça ne sauvera pas tout, mais c'est vraiment important pour diminuer notre empreinte carbone. Voilà, moi je termine là-dessus. Nous sommes à une communauté de destin, nous l'humanité. Il n'est pas question d'histoire de sauver la planète. Ici, il y a des géologues très 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 brillants qui diront que non, la planète, on s'en fout parce qu'elle se fiche de notre présence ou pas. Elle a vécu des glaciations totales, elle a vécu des réchauffements terribles, elle a vécu des gros mouvements de plaques tectoniques. Un jour, elle sera mangée par le Soleil, qui sera devenu une géante rouge. Mais nous, l'humanité, on peut se poser des questions sur notre futur. Alors, elle ne disparaîtra pas. Je ne veux pas qu'on termine là-dessus, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'humains qui meurent déjà du fait du réchauffement climatique. Il y a beaucoup de migrations humaines du fait du réchauffement climatique. Vous savez, François Gémen, qui est un sociologue éminent, il a démontré dans ses travaux que la guerre civile en Syrie, c'était au départ le gros déclencheur. C'est que dans les 5 années qui ont précédé, il a fait de la sécheresse, etc. Tous les paysans sont venus sur la capitale, à Damas, et d'un seul coup, il y a une étincelle, ça a pété, et en plus, ils sont tombés sur un boucher, donc globalement, ça a été un vrai drame, grosse migration, cimetière méditerranéen. On connaît l'histoire, mais en fait, en 2011, ou je ne me rappelle plus la date exacte, le GIEC a eu le prix Nobel de quoi? Le GIEC a eu le prix Nobel de la paix. Parce que le GIEC, ce qu'ils ont écrit, noir sur blanc, vous aurez des migrations. On a inventé les frontières depuis que les humains se déplaçaient d'une caverne à l'autre, peut-être en se bagarrant, hein, on peut faire confiance à l'homme pour se bagarrer à peu près tout le temps, mais eh bien, ils pouvaient aller d'un endroit à l'autre librement. Nous, on a inventé les charters, on a inventé les frontières, on a inventé le non-accueil, et du coup, eh bien, on se retrouve dans des stress, et ce sont les plus riches qui s'en sortiront. Donc, ça pose un problème quand même de société, collectif, etc., etc. Et c'est à nous d'agir.
C'est à nous, humains, collectivement, qu'on soit industriel, qu'on soit fermier, qu'on soit... On doit tous se poser des questions sur notre façon de se lever le matin, de travailler, etc., dans notre individuel, mais collectif. Quand je dis de l'individuel au collectif, c'est la ville, c'est la région, c'est le gouvernement, etc., c'est les États. Sauf qu'on ne va pas agir de la même façon. À un moment donné, on peut décider qu'on se déplace en vélo, qu'on mange végétarien, qu'on ne prend plus que le train, etc. On peut faire tout ça et réduire son propre bilan carbone. Et c'est très bien de faire ça. Mais l'autre bras de levier qu'on aura, eh ben, c'est de décider des gens qui nous représentent. Et comment on fait? C'est pas cher, c'est le bulletin de vote. Mais aujourd'hui, c'est un vrai problème parce que les gens se sont complètement désaffectés de ce qu'ils pouvaient faire collectivement. À un certain niveau, ils n'y croient plus. Voilà. Donc, je veux bien qu'on discute des solutions ensemble. Je vous remercie. S'il y a des questions, on a un micro. C'est pas très Covid. Bon, c'est pas grave. Je me demandais, puisqu'il y a un réchauffement des océans, est-ce que la séquestration de CO2 va pas être limitée? Et est-ce qu'il y aura, on n'est pas déjà dans un système où on a un rejet du CO2 de l'océan et du coup une augmentation de l'effet de serre qui est toujours de plus en plus rapide? Alors c'est une super question en fait. On montre dans les modèles que si on réchauffe trop, alors il y a plusieurs choses qui vont se passer. D'une part, on va avoir plus de stratification, c'est-à-dire la couche de surface chaude va devenir plus importante actuellement, par exemple, autour de l'Antarctique, c'est très très mélangé. Quand c'est très mélangé, il y a plein de vertus. Ça fait pénétrer l'oxygène de l'air dans l'eau. Ça favorise la remontée les sels nutritifs sont plus abondants en profondeur, parce que comme la vie en surface va générer des déchets, ces déchets, quand ils sont reminéralisés, ils rendent de l'azote, des phosphates, etc. Ils rendent ça à l'eau et ça remonte par le mélange. Si on stratifie trop, il y a moins ça. Donc on calcule un affaiblissement de la pompe biologique et on calcule dans les modèles une moins bonne pénétration et en plus, le gaz se pénètre moins dans les eaux chaudes que dans les eaux froides. Mais c'est surtout, il y a un phénomène de barrière, et on calcule effectivement, on a déjà une désoxygénation des océans, très très faible pour l'instant, mais qu'il y aura moins d'oxygène, et que la pompe de carbone, le rôle de pompe de carbone que fait l'océan à prélever en permanence, parce qu'en fait cette vie elle est là partout, elle est plus forte au printemps, elle est moins forte en hiver bien sûr, il y a l'hémisphère nord, il y a l'hémisphère sud, donc quand c'est plus l'hémisphère nord qui fait le boulot, c'est l'hémisphère sud qui fait le boulot, et vous avez ce prélèvement de gaz carbonique à l'atmosphère. Alors j'ai dit, je précise, j'ai dit que 25% du gaz qu'on émettait était piqué par l'océan, il y en a une fraction qui reste dissoute, et il n'y a que au cours du temps, il n'y a que 10% qui est vraiment séquestré par la pompe biologique. Mais n'empêche, elle fait un gros boulot, et si on diminue cette pompe biologique, soit parce que les algues sont calcaires, elles ne vont pas bien, soit parce qu'on réchauffe, dans tous les cas, c'est pas bon pour la pompe biologique. J'ai une seconde question. Dans les solutions que vous avez proposées, vous avez parlé de la voiture électrique. Moi, je n'en ai pas parlé, hein, mais ça y est dedans, oui, bien sûr. Est-ce qu'en réalité, est-ce qu'en prenant l'analyse du cycle de vie total de la voiture, donc du coup de la fabrication jusqu'au retraitement des matières, est-ce qu'on n'a pas un bilan carbone qui est plus élevé qu'avec une voiture standard? Moi, la plus grosse inquiétude, c'est pas trop le cycle de vie, parce que le cycle de vie d'une bagnole, ça reste quand même le cycle de vie, il y a la carcasse, etc. J'adore les bagnoles. Excusez-moi. Mais non, c'est la ressource minière, les métaux qu'il faut pour faire tourner un moteur électrique. Donc un moteur électrique, il y a un aimant dedans. Et cet aimant, on a réduit considérablement la taille des aimants parce qu'on utilise des éléments chimiques que j'aime beaucoup dans l'environnement qui s'appellent les terres rares. Et on fait des aimants néodyme bore-fer, par exemple, qui sont tout petits, mais on met dans une Prius ou dans une voiture électrique, etc., on met des trucs qui ne sont pas durables. Ces métaux high-tech ne sont pas durables. C'est pour ça que le techno-optimisme, on est extrêmement réservé là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler la technologie sur des pompes à chaleur, et puis j'ai des collègues qui cherchent à faire
des batteries organiques et non pas des batteries minérales, qui cherchent vraiment à travailler là-dessus. Il faut que cette recherche ait lieu, parce qu'on ne fera pas éternellement. On va aller chercher le lithium, on va aller chercher... Bon. Et en fait, à un moment donné, on épuise la planète. Et on épuise des ressources qui ont mis des millions d'années, voire certaines des milliards d'années à se mettre en place. Donc en fait, c'est quand même un vrai problème parce que ce n'est pas du tout durable. Ça veut dire que le parc de voitures ne sera pas celui qu'on a aujourd'hui et qu'il faut changer de système de transport et en particulier des choses qui se mettent en place dans les villes qui sont particulièrement intéressantes, c'est les coopératives d'utilisation de véhicules. Les covoiturages, tous ces trucs-là. Il faut y penser parce que faut garder les voitures que pour les choses qui sont les personnes âgées, les gens qui en ont vraiment besoin pour travailler, etc. Mais quand on pense qu'une grosse partie des émissions de gaz à effet de serre, en fait, dans les 10 dernières années, il y a autant d'augmentation d'émissions de gaz à effet de serre dues aux SUV qu'aux avions. C'est monstrueux. Tout ça pour se sentir en sécurité dans un gros machin. Et faire 3 km, non, c'est absolument démentiel. Là, il y a un truc qui... Voilà. Pardon ? Le profit, c'est le moteur essentiel. Le profit, c'est le moteur essentiel, oui, bien sûr, mais après, ça dépend ce qu'on appelle le profit à long terme. Oui, mais je ne sais jamais vérifier à long terme. À long terme... Le profit, c'est du court terme. Hein. Les actionnaires, c'est 10 ans maximum. Voilà. On est d'accord. Ça corrobore tout ce qui est mis en place aujourd'hui. Ça va à 10 ans, pas plus loin. Quoi. Je suis d'accord, mais c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça qu'on est là, c'est-à-dire... Alors, j'ai quand même une bonne nouvelle, je tiens à la dire. Dans toutes les régions de France, le ministère de la Recherche et le ministère de la Fonction publique en transformation, de la fonction publique, Guérini et Madame Retailleau, se sont mis ensemble pour mettre en place quelque chose qui, semble-t-il, est sous l'égide de la Première ministre, donc ça commence à être du sérieux, et pour imposer aux fonctionnaires d'État, une formation sur le climat, la biodiversité et les ressources. Donc les 3 sujets qui nous préoccupent considérablement. Il faut... Alors, ces formations, c'est sous forme d'ateliers. Alors, ils se font d'abord un petit peu avec une sous-traitance, la fresque du climat. Et après, ils rencontrent des chercheurs. Ils rencontrent des chercheurs sous forme de 3 conférences de 2 heures. Bon, dans Occitanie-Ouest, on va les piéger parce que le préfet de région a déjà répondu « Oh, on sait déjà tout !» Vous nous faites tout en 2 heures, la biodiversité, la ressource, et puis parce que nous, on n'a pas le temps, vous comprenez. Alors, du coup, nous, les chercheurs, on a fait remonter à notre ministre, qui fait remonter à la Première ministre qu'il y a des Qatars, bon, c'est pas nouveau, qui résistent et qui ne veulent pas entendre qu'on va leur faire 3 fois 2 heures parce que leur emploi du temps ne le permet pas. Mais surtout, la première fois qu'on ira les voir, ils se voient 1 fois par trimestre. Tous les préfets de département sont avec le préfet de région. On y va, et moi, je vais faire que le climat. Et puis après, ils auront la biodiversité. Et puis après, on ne va pas leur obéir, on va obéir à la ministre. Ceci étant, blague à part, on aura les 13 préfets de région, de département. On les aura tous les 13 plus quelques hauts fonctionnaires à côté d'eux. Et après, on va faire la formation des 5 millions de fonctionnaires. C'est les ordres qu'on a reçus. Donc ça va descendre, hein. On commence par... Et en 1 an, déjà, on doit en faire 5 000. Alors 1500 dans notre région. Et donc tout ça pour dire que ce qu'a compris notre gouvernement, et c'est pas mal, les élus passent, mais ceux qui traitent les dossiers, ceux qui ont vraiment de pouvoir dans les administrations, c'est les fonctionnaires qui sont en place, qui sont dans les services. J'ai été élue dans ma région. La première fois qu'on est allé voir nos collègues de l'économie dans les services, hein, je ne parle pas des autres élus, on est allé voir les services et on leur a dit... Peut-être que si on mettait des critères d'éco-conditionnalité aux subventions de la région, ça serait intéressant, autre chose que d'éteindre la lumière quand on sort des toilettes, un petit peu plus. Les entreprises étaient prêtes là où les fonctionnaires nous répondaient « Oh non, 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 oh là, ça va leur coûter trop cher. » Mais non, ils vont payer moins cher. S'ils éteignent l'électricité, ils paient moins cher. Et en fait, nos fonctionnaires ont
ont vraiment besoin de cette formation, même s'ils répondent qu'ils savent tout, ils ont vraiment besoin de cette formation parce que eux, même si les élus de droite, les élus de gauche, vous savez, c'est les machines étatiques, les machines régionales, je ne dis pas qu'il n'y a pas des changements de politique, hein, vous êtes bien au courant ici, mais il y a quand même une constante, et si ces gens-là sont sensibilisés, on va avoir une autre ambiance dans les administrations. Et c'est la première fois en 35 ans qu'on nous demande de faire quelque chose qui répond quand même un peu à une attente de la communauté scientifique. C'est la première fois. Alors, je vous assure qu'on est motivés. Hein. Ils ont un terreau après. Alors, c'est une bonne question. Déjà, on met 2 thèses. Alors, il y a 2 thèses payées par ces 2 ministères là pour évaluer, enfin travailler sur la notion d'évaluation. Et on met en place à la fois un portfolio. Et oui, on va regarder. Alors, le procédure d'évaluation, ça va être quelques temps après. Comment ça a changé leur regard sur les dossiers qu'ils voient et comment ça a changé leur vie personnelle. Ça joue, parce qu'il y a forcément un aller-retour. Hein, quand ma façon de travailler dans la recherche a changé avec le bilan carbone, quand j'ai fait mon empreinte carbone. On fait son empreinte carbone, ça change la vie personnelle, mais ça change aussi la vie quotidienne de chercheur. Est-ce qu'il y aura une prime? Alors, tiens, mais oui. Mais alors là où c'est rigolo, c'est que la prime, elle va au préfet. Elle va à la préfecture. Alors, j'ai appris ça, en fait, parce que moi, en tant que directrice d'observatoire, j'ai la charge de la chargée de mission qui est payée des queues de cerises par ces 2 ministères pour mettre en place les conférences, etc. Et on doit compter combien il y a de fonctionnaires, et plus il y en aura, plus ils toucheront la prime, le préfet. Celui qui nous répond « Non, mais j'ai pas de temps, moi je sais déjà tout, etc. » Mais quand même, ça va les inciter à envoyer les hospitaliers, machin, etc. Donc on va voir plein de polytechniciens qui vont dire qu'ils savent tout. Merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question sur la circulation des courants marins dans les océans et savoir si les modèles prévoyaient des modifications, notamment du Gulf Stream, oui. Avec l'impact que ça peut avoir, alors pas forcément au sens du réchauffement pour la Norvège ou des pays comme ça qui sont à des latitudes élevées. Oui, c'est compliqué parce qu'on part d'un système, on a pas mal d'informations. Alors, on mesure des tas de choses dans la mer qui s'enregistrent dans les sédiments et qui nous permettent de faire de la paléocirculation, la circulation passée dans d'autres climats, ce qui nous permet de caler qu'est-ce qui peut se passer dans un climat futur. Alors, il y a eu des périodes plus chaudes, il y a eu des périodes plus froides. Jamais on est allé aussi vite. C'est la grosse différence avec ce qui précède. Puis vous voyez, depuis 800 000 ans, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de périodes plus chaudes. En fait, on travaille beaucoup là-dessus et la grosse incertitude, c'est de quelle température moyenne on va partir par rapport à ce changement. En termes de mesures, on surveille le Gulf Stream. Il est traversé, il y a des courantomètres, il y a des capteurs partout. Il est traversé régulièrement par des campagnes en mer et on mesure son débit, sa température, etc., pour regarder s'il réagit. Il semblerait qu'il est un peu ralenti, mais il faut bien voir qu'il faut 30 à 50 ans de mesure de température de tout ça, et ça ne fait pas tant de temps que ça qu'on est capable de bien mesurer. Et donc il y a le lien entre, parce que par-dessus la variabilité climatique, qui est un signal lent, dans un truc comme l'océan, un mammouth. Donc, vous allez avoir un signal lent, et puis il y a toute la variabilité naturelle qui vient se superposer par-dessus. Et donc, il faut qu'on fasse le tri. Et pour faire ce tri, il faut avoir beaucoup de mesures de qualité. Donc, on se calibre avec les autres pays. Hein. Il est traversé par les Américains. L'océanographie est un milieu où on partage toutes les données, toutes les informations, l'atmosphère aussi, d'ailleurs, parce que sinon, on ne comprend rien. Et donc, on n'est pas du tout dans la compétition, mais dans la collaboration mondiale, et on surveille ce truc-là. Il y a des modèles qui prévoient un léger refroidissement, donc ça se réchauffe, en particulier en Europe. Hein, on en entend parler si le Gulf Stream s'arrête. Alors, le Gulf Stream qui s'arrête, on oublie. Hein. Le Gulf Stream, il ne peut pas s'arrêter. Vous avez compris que ça tourne autour du monde. Il a circulé à d'autres profondeurs, il s'est retourné à d'autres latitudes, mais il a toujours tourné. Ça, on l'a dans les données paléo.
Il peut ralentir un peu, il peut avoir le débit qui change, mais non, il va pas. Tant que la géométrie des plaques tectoniques est ce qu'elle est, tant que la topographie du fond des océans est ce qu'il est, il continuera à tourner comme ça. Les gros changements de circulation, c'est quand on n'avait pas la même géométrie de plaques tectoniques. Là, on est dans des temps géologiques. Est-ce qu'on a une idée de l'inertie de ce système, en supposant qu'on revienne à une température de 1850, par exemple? Oui, alors on a une bonne idée et elle est assez sympathique. Pourquoi les derniers rapports du GIEC parlent de 2030 en disant bougez-vous, bougez-vous? Parce que si en 2030 on a diminué par 2 nos émissions de gaz à effet de serre, on stabilisera le climat, la température, pas la montée du niveau de la mer. Parce que l'inertie des glaciers qui fondent, là par contre on ne va pas l'arrêter tout de suite. Voyez, donc on a des idées des inerties, et la bonne nouvelle des dernières simulations, parce que les simulations de climat, il faut voir que c'est un très très gros travail, et que les pays comparent entre eux leurs modèles et essayent de les améliorer le mieux possible par ces comparaisons. Donc ils font des exercices qui s'appellent CMIP, CMIP 1, CMIP 2, CMIP 3, CMIP 6. Là on a fait CMIP 6, ils y ont fait, parce que moi je ne suis pas modélisatrice, et ils regardent, et en affinant, en fait, ce qu'ils ont observé, c'est que si on faisait un énorme effort dans les 8, on est en combien, 23, 7 années qui viennent, eh bien, on peut vraiment jouer sur notre... On peut considérablement limiter la catastrophe. Les 3 degrés, là, on peut arriver à faire mieux. Mais il faut faire sur toutes les échelles. Nous, les citoyens, et puis tout ce que j'ai décrit. Les infrastructures, c'est le plus important. Vous mettez des lignes de chemin de fer pour éviter que les gens prennent la voiture et pour donner d'autres moyens de transport. Vous mettez plus de transports en commun, vous aménagez différemment le milieu rural parce que le milieu rural est très dépendant de la voiture. Et vous gardez la voiture que pour la voiture individuelle ne disparaîtra pas, mais la gardez que vraiment pour des fonctions particulières. Changement de société, peut-être moins confortable par certains côtés. Hein, c'est bien de pouvoir prendre ça pour partir quand on veut, mais voilà. Et on peut, mais il y a un effort absolument énorme à faire sur les infrastructures. Et il faudrait qu'ils y soient prêts. Donc, on va les former. Ils soient prêts. C'est rapide, cette chose. Oui, c'est rapide, mais vous avez entendu parler de la 69 ? Bon, vous êtes à Auxerre, vous entendez parler du contournement d'Auxerre. Il y a des grands chantiers comme ça, qui peuvent... Alors, la 69, la raison pour laquelle ils ne s'arrêtent pas, c'est qu'ils ont déjà tout payé et qu'ils ne peuvent pas s'arrêter. C'est ce qu'ils disent. Mais après, ils disent, on doit désenclaver Castres, vous comprenez. Fabre est une toute petite entreprise qui mérite d'être désenclavée. Donc, en fait, c'est ça, faire de l'infrastructure routière, autoroutière, il faut arrêter. Et Clément Beaune a dit, il l'a dit, les autres projets autoroutiers posent question. Évidemment, la 69, tout est parti. Je crois que ça serait très très cher de l'arrêter en fait, parce qu'ils ont déjà tout signé. Mais c'est très cher, ça dépend pour qui déjà. Et ensuite, ça, c'est des choses sur lesquelles on espère qu'avec cette formation, ça ne posera plus question en fait. Non. En termes autoroutiers, on est gavé. On peut développer, et si on développe, dans les pays, il faut penser faut rééquilibrer le nord et le sud en urgence. Parce qu'on va me dire, je l'entends dans toutes les conférences, oui, mais t'as dit les Africains, 4%, tout le continent africain, 4% des émissions de gaz à effet de serre. Beaucoup de gens se déplacent à pied. Hein. Et en fait, ce rééquilibrage dépend de nous aussi, de notre capacité à baisser notre propre empreinte. Et la Chine et l'Inde aussi avec nous, évidemment. Hein? Non, je disais la Chine, on ne se rend pas compte, mais il y a eu beaucoup d'efforts, notamment. Il y a déjà beaucoup d'efforts de faire en Chine. Par rapport à d'autres pays. Oui, par rapport à l'Inde en particulier. Pour l'instant, l'Inde est en retard sur la Chine. Mais ils peuvent aller très vite. La Chine fait beaucoup de choses. On ne sait jamais trop ce qui se passe en Chine. Non, mais après, voilà. C'est la méthode de la nature. Oui. Mais l'histoire des 3 degrés, c'est quand même quelque chose d'important qu'il faut garder en ligne de mire. C'est-à-dire qu'on est... Alors ça fait 4 degrés pour la France. 4 degrés, il faut éviter. Hein. 3 degrés, il faut éviter. Mais par contre, c'est plus 5. On était parti pour 5. Donc il y a eu cet effort mondial. On ne peut plus dire, les industriels font rien, moi je ne vois pas pourquoi je ferais. Mon voisin ne fait rien, je ne vois pas pourquoi je ferais.
Parce qu'en fait, on peut tous faire. Et je vous encourage vraiment à faire une chose qui prend 10 minutes, c'est d'aller sur le site de l'ADEME et de calculer son empreinte carbone. Et en fait, en faisant ça, on découvre sur quelle manette on peut jouer dans sa vie et sur quelle manette on peut jouer collectivement. Parce que la manette dans sa vie, c'est intéressant, mais la manette collective, elle est encore plus intéressante. Et sur du coup, ça aide quand même à faire des choix de vie personnels et puis des choix de vie collectifs, lesquels dépendent avant tout du bulletin de vote quand même. Les choix de vie collectifs, c'est quand même beaucoup ça. Et de l'économie qu'on choisit, etc., de l'agriculture qu'on choisit. L'alimentation, c'est compliqué, hein, c'est très très compliqué. L'alimentation, il faut réduire, j'espère qu'il n'y a pas de bouchers dans la salle, il faut réduire la consommation de viande, mais vous savez, la consommation de viande, elle est devenue monstrueusement excessive. Et quand on parle de ça, on ne parle pas d'un bon steak de qualité qu'il faut manger de temps en temps. On parle des fermes de 100 000 vaches et des fermes à étage de cochons. Oui, entre autres en Chine. Ouais. Oui, la Chine est un gros. Quand on va en Chine, on est effrayé de la quantité de viande qu'on mange là-bas. Ouais. Ils mangent beaucoup de viande. C'est culturel et donc là aussi, ça fait partie des questions qui sont posées, ouvertement posées. Pas d'autres questions? Petite fatigue, puis vous avez peut-être faim, puis c'est l'heure de l'apéro quand même. Non mais soyez pas timide, on a encore quelques minutes. Vous parliez de la planète tout à l'heure qui s'en fiche complètement de l'humanité et qu'en effet on se met en danger nous, mais il faut aussi penser à toute la biodiversité, ils n'ont rien demandé, les plantes, les animaux, il n'y a pas que nous qu'on met en danger. Bien sûr, j'ai effleuré cette question, mais d'ailleurs dans la formation des fonctionnaires, c'est pas moi qui me chargerai de la biodiversité, c'est pas du tout mon domaine scientifique, mais quand on écoute mes collègues, c'est vrai que alors en fait la biodiversité, il y a quand même une notion qu'il faut garder. Le premier facteur qui détruit la biodiversité, ce n'est pas le climat. C'est la perte d'habitat. Ouais, vous savez la perte d'habitat, mais pourquoi? On va toucher un sujet régional super. Artificialisation des sols. Ouais, quelque chose qui plaît beaucoup à votre président de région. Et à mon maire. Mon maire aussi, il est en colère contre la non-artificialisation des sols parce que on doit faire un grand parc vert de 35 km le long de la Garonne et il s'est fait recaler sa partie parce que les berges étaient bétonnées et que vraiment il ne comprend pas pourquoi. Alors c'est cité, hein, il a fait une tribune dans le JDD, dans le nouveau JDD, il a fait une tribune dans laquelle il a écrit que s'il fallait écouter les données éphémères des scientifiques, eh bien, on ne ferait plus rien. Voilà, c'est bien. Du coup, ceux qui ont une mauvaise note, il leur arrive quoi après la formation? Est-ce qu'il y en a bon. Alors, on va évidemment pas les noter, mais on les fait recaler, on les reprend. Oui, c'est ça, on les reprend l'année d'après. Ils redoublent. Oui. Une question. Est-ce qu'on ne déplace pas les problèmes quelquefois? On parlait de la voiture électrique, mais aussi les éoliennes en mer quand on fait exploser les sols. Est-ce que ça n'a pas non plus... Alors, toute la question est de quelle énergie avons-nous besoin pour vivre? On sait qu'en étant sobre, et quand on peut diminuer de 40% notre empreinte carbone. Déjà, en étant simplement sobre. Après, il faut décliner ce que ça veut dire que d'être sobre. Mais on a quand même besoin d'énergie pour vivre. On a besoin de cultiver, on a besoin... Donc, après, il faut qu'on choisisse le moindre mal. Et c'est quand même beaucoup moins impactant des éoliennes en mer que des centrales à charbon, que des derricks, que de brûler du gaz à effet de serre, et voire que des centrales nucléaires. Parce que les centrales nucléaires ne résolvent absolument pas le problème, même si nous sommes, nous les Français, particulièrement vertueux, puisqu'on émet très peu de gaz à effet de serre, puisqu'on a des centrales nucléaires, et c'est vrai que ça émet très peu de gaz à effet de serre. Ça fabrique des déchets dont on ne sait pas quoi faire, c'est dangereux, et surtout, il faut les refroidir avec des rivières qui bientôt auront moins d'eau. Donc, ça pose un problème. Les parcs éoliens en mer, c'est pas si pire, hein. C'est vraiment pas si mal. La ville de Copenhague est entièrement autonome en énergie, c'est le parc éolien marin. Parce qu'ils ont du vent, par contre. Hein, ils ne manquent pas.
ville de la taille de Copenhague. Donc voilà, entre deux mots, lequel choisir? Réduire le besoin, réduire l'impact, c'est vachement important. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on arrête de fabriquer de l'énergie d'une manière ou d'une autre. Donc le solaire, attention, le solaire, silicium, etc. Il y a une ressource qui est compliquée. Et l'éolien en mer, c'est vraiment pas si grave. Hein. Vraiment. Parce qu'en plus, sincèrement, pour le coup, la mer, elle est grande. Et si on les met loin des côtes, des éoliens flottants, c'est vraiment moins impactant. Enfin, sincèrement, c'est là que c'est le moins grave, en fait. En plus, vous mettez un caillou et vous avez tout de suite des tas de choses qui se greffent dessus. Donc, si on met un béton propre sous les éoliennes, eh ben, il y a des algues qui vont s'accrocher. Tout de suite, il y a plein de choses qui viennent se mettre dessus. Alors, même en écologie, c'est un problème qui est compliqué et qui en même temps n'est pas si impactant que ça.